Capitale de la Thaïlande, Bangkok est une ville ultramoderne qui est devenue l'un des carrefours incontournables de l'Asie du Sud-Est. Son succès ne se dément pas. Plus de 11 millions de touristes la visitent chaque année. Bangkok est l'héritière d'un passé culturel riche qui rassemble toutes les influences de l'Asie. Mais au-delà de la carte postale, la ville a beaucoup à offrir à celui qui prend le temps de la découvrir en la parcourant au fil du temps. Bangkok est une mégalopole de 8 millions d'habitants, avec l'une des densités les plus élevées au monde, plus de 5000 personnes au kilomètre carré. À 304 mètres d'altitude, depuis le 85e étage de la plus haute tour de la ville, la vue est imprenable sur la forêt de gratte-ciel des nouveaux quartiers d'affaires. Il y a plus de 500 tours qui dépassent les 150 mètres de haut, de quoi donner le vertige. La ville moderne a poussé comme un champignon. En moins de 30 ans, elle est devenue l'un des centres économiques les plus dynamiques de l'Asie. Mais elle est aussi connue pour ses autoroutes suspendues et sa circulation chaotique. Alors, pour éviter les embouteillages et la pollution, près de 600 000 citadins empruntent quotidiennement le SkyTrain, un train aérien ultramoderne en service depuis 1999. À l'intérieur, les passagers apprécient l'air conditionné. Dehors, la température peut atteindre 40 degrés Celsius. À 30 mètres du sol, c'est l'occasion de voir de près ces bâtiments de verre et de béton aux formes futuristes qui côtoient des îlots de verdure. Pour l'instant, seules 2 lignes ont été construites. Elles traversent les quartiers modernes d'est en ouest. Avec ses immenses et nombreux centres commerciaux, Bangkok est devenue une des principales destinations pour le shopping en Asie du Sud-Est. Et malgré la crise de l'immobilier asiatique à la fin des années 90, la ville est en perpétuelle mutation. Partout, des immeubles en construction où travaillent des ouvriers funambules venus de Birmanie ou du Cambodge. Mais à l'ombre de ces tours avant-gardistes, une autre Bangkok reste à découvrir, l'ancienne Krung Thep, la cité des anges. La meilleure façon de s'immerger dans la vie des habitants est de prendre l'un des nombreux bateaux-taxis qui naviguent sur la Chao Phraya, la grande rivière qui traverse Bangkok du nord au sud. De plus en plus de visiteurs choisissent ce mode de transport traditionnel pour voir la ville autrement. La barque à moteur quitte l'embarcadère pour une croisière mouvementée. La Chao Phraya est l'axe de transit principal de Bangkok. Tous les 3 km, il y a une station de ferry et un bateau toutes les 10 minutes, ce qui est très commode pour aller rapidement d'un quartier à l'autre. Sur les berges, ces bâtiments sont des palaces, les plus beaux hôtels 5 étoiles de la ville. La navigation sur la Chao Phraya est délicate, parfois dangereuse.
Le bateau-taxi file à vive allure entre les barques des pêcheurs et les restaurants flottants. Il faut connaître les forts courants qui agitent la rivière et éviter les barges géantes qui transportent les marchandises destinées aux millions d'habitants de Bangkok et sa périphérie. L'embarcadère du quartier de Ratanakosin marque le cœur historique et spirituel de la ville. C'est là que se trouve le Wat Po, un temple dédié à la médecine traditionnelle dont la construction a commencé en 1788, ce qui en fait l'un des plus anciens de la capitale. Le nom de Krung Thep, pour désigner Bangkok, est en fait un diminutif car le nom complet est probablement le plus long du monde. Il se traduit par ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselé de 9 pierres précieuses, ville heureuse, généreuse, dans l'énorme palais royal, pareil à la demeure céleste, reine du dieu réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vishnukarna. C'est grâce à la fortune accumulée par les commerçants de Krung Thep, qui n'était alors qu'un comptoir commercial près du golfe de Siam, que les rois successifs purent construire ces chapelles richement décorées qui abritent pas moins de 394 Bouddhas dorés. Dans une autre cour, ces 91 stupas sont uniques au monde. Originaire d'Inde, elles représentent le Bouddha sous la forme de cônes. Elles abritent souvent des reliques bouddhistes, mais le Wat Po est plutôt un mausolée royal. C'est pourquoi ces stupas renferment les cendres des princes du royaume et sont vénérés par les Thaïlandais. Mais si les touristes viennent les admirer, c'est parce qu'elles sont uniques, incroyablement parées de milliers de fleurs en porcelaine. Cette immense mosaïque en relief est une prouesse artistique et technique qui témoigne de la finesse et de la richesse de l'art thaïlandais. La beauté du site attire les nombreux étudiants en art qui viennent y puiser leur inspiration. Cet orchestre traditionnel s'appelle un pipat. Ces musiciens jouent le Nong Hong, un morceau joué pendant des funérailles. C'est pourquoi cet instrument extraordinaire, avec ses gongs à bosse, a la forme d'une barque céleste qui est censée emmener l'âme du défunt vers sa prochaine réincarnation. Lors de la cérémonie funéraire, des chants et des mantras sont récités afin d'aider les survivants à surmonter le départ du défunt. Le reste de l'orchestre est composé de grands xylophones en lames de bambou appelés ranat, des tambours taponnent et des flûtes piètes, sans oublier le percussionniste qui joue du ching. Pas si facile de garder le rythme. Retour sur la Chao Phraya.
Le week-end, les habitants l'empruntent pour rejoindre une petite île, Koh Kret, l'île des potiers. Elle se trouve sur la rive gauche de Bangkok, la partie la plus ancienne de la ville. Ici, il n'y a pas de touristes. Koh Kret est un endroit typiquement thaïlandais, un îlot de tranquillité au cœur de la mégalopole. Aujourd'hui, beaucoup de gens portent du rose car nous sommes un mardi. En Thaïlande, à chaque jour de la semaine correspond une couleur. Demain, mercredi, ce sera le vert. La vie sociale s'organise autour de ces rassemblements qui commencent toujours par une visite au temple bouddhiste et ses idoles recouvertes d'or. Les Thaïlandais sont très religieux et respectueux de la tradition. Ils viennent régulièrement honorer leurs défunts et déposer des offrandes au Bouddha. Leur autre passion, à part se prendre en photo, c'est la cuisine de rue. Ces petits restaurants improvisés vendent toutes sortes de délicieux encas préparés sous vos yeux. Comme ces succulentes boulettes de viande dont les gens raffolent. Les Thaïlandais prennent un solide petit déjeuner et ensuite ils se restaurent tout au long de la journée sur ces stands. Plus original, voici des beignets de fleurs d'orchidée ou de coquelicots à consommer sans aucune crainte. Une expérience gustative inoubliable. Depuis toujours, la petite île de Koh Kret est habitée par les Mon, une communauté venue de Birmanie il y a 4 siècles. Aujourd'hui, l'île abrite un petit marché où l'on vient acheter de quoi décorer son intérieur. Des fleurs en plastique, des lampes et des bougies. Les objets les plus appréciés sont les poteries réputées fabriquées sur l'île. Dans cette maison de bois se trouve un petit magasin où règne un joyeux capharnaüm. Entre les têtes de bodhisattvas, les monstres mythologiques et les chérubins joufflus, les chineurs du week-end viennent ici choisir les sculptures traditionnelles qui orneront leur jardin. L'atelier de poterie se trouve juste derrière le magasin. L'île en abrite une dizaine comme celui-ci. Sur son tour, le potier exécute les gestes traditionnels. Le polissage demande un soin particulier. La finition se fait à l'aide d'un coquillage. Ensuite, les poteries sont sculptées.
L'ouvrière dessine les parties qui vont être enlevées avant le passage dans le four. Le résultat, ce sont ces magnifiques lampes ciselées comme de la dentelle. Nous quittons Coquerette pour remonter le long des Klong, ces centaines de canaux qui forment l'ancien réseau de communication de la ville, à une époque où Bangkok était surnommée la Venise de l'Orient. Les Klong offrent un point de vue unique sur les dizaines de temples et les maisons traditionnelles construites le long des berges. Les canaux parcourent des dizaines de kilomètres à travers la ville. La vie s'est organisée autour de ce réseau fluvial, véritable système nerveux de la Bangkok authentique. Une vie tranquille, loin du tumulte des quartiers modernes. De riches demeures côtoient les maisons traditionnelles en bois des pêcheurs de la Chao Phraya. Le quartier attire de plus en plus de citadins qui veulent échapper à la ville moderne. Ces maisons sur pilotis concurrencent désormais les grands appartements au sommet des gratte-ciels. Nous accostons à l'embarcadère du quartier de Ban Bu. Ici, une petite communauté vit au cœur des Klong. Des ruelles étroites et tranquilles qui serpentent entre les maisons de bois, voilà à quoi ressemblait la ville avant l'apparition des tours. En fait, elle était organisée en petits villages délimités par les canaux. Mais le village de Ban Bu reste une exception, car peu à peu, le Bangkok traditionnel tend à disparaître. Dans le quartier, il ne reste plus que 2 forges où on continue à marteler ces bols en bronze. Ils servent pour les offrandes de riz que les croyants font quotidiennement aux moines lors de leur tournée matinale. C'est véritablement un objet du quotidien pour les bouddhistes. Ici, rien ne semble avoir changé. Le creuset est un simple foyer de briques où le forgeron façonne à la main les bols à offrande. Un travail rendu pénible par la chaleur de la fournaise. Le bol est ensuite usiné sur un tour dans des conditions assez rudimentaires. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération. Le bol doit être également poli afin de lui donner cet aspect doré. Des ateliers familiaux comme celui-ci, il y en avait des dizaines à Ban Bu. Aujourd'hui, cet artisanat a quasiment disparu. Ces objets rituels encore fabriqués de façon traditionnelle sont devenus de plus en plus rares.
Jusqu'en 1939, la Thaïlande s'est appelée Royaume de Siam. À 76 km au nord de Bangkok se trouve l'ancienne capitale, Ayutthaya. La dynastie siamoise y a prospéré durant 4 siècles, de 1351 à 1767. Ayutthaya était une cité opulente. Ses habitants commerçaient avec leurs voisins chinois, vietnamiens et indiens, mais aussi avec les Portugais, les Espagnols, les Néerlandais et les Français, sous le règne de Louis XIV. À la fin du XVIIIe siècle, la ville tomba aux mains du voisin birman. Bâtie principalement en bois, elle fut détruite par les incendies. Aujourd'hui, il ne reste que les Bouddhas et les temples pour témoigner de cette époque fastueuse. Selon la tradition, chaque roi devait construire sa propre pagode. Ayutthaya compte ainsi une quinzaine de temples et de monastères. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Le monastère de Wat Phra Mahathat date du XIVe siècle. Son grand Bouddha de pierre est le seul à avoir conservé sa tête. La légende raconte que lorsque les Birmans décapitèrent toutes les statues, l'une d'elles roula jusqu'au tronc d'un Ficus religiosa, l'arbre sacré du Bouddha, dont les racines impressionnantes l'ont protégé des assauts du temps. Devenu le symbole de la sérénité, ce visage attire des millions de visiteurs venus du monde entier. Le site est impressionnant. Ses proportions gigantesques rappellent celles de son voisin cambodgien, Angkor. Mais alors que l'Empire Khmer déclinait, l'ancienne capitale du royaume de Siam prospérait. À la fin du XIVe siècle, Ayutthaya est la capitale la plus puissante de la région. C'est alors que le roi Ramati Bodi s'empare d'Angkor en 1491 et soumet l'Empire Khmer. L'influence cambodgienne est évidente dans l'architecture des temples, comme le monastère royal de Wat Chai Vatthanaram. C'est là que les rois d'Ayutthaya étaient incinérés. La pyramide centrale s'appelle un prang. Elle représente le mont Meru, la montagne sacrée du bouddhisme. Elle est entourée de 4 chapelles qui symbolisent les points cardinaux. Le Wat Chai Vatthanaram est un immense mausolée construit en 1630 pour la mère du roi Prasat Tong. Mais la ville royale n'est pas qu'un monument archéologique de premier plan. Si les Thaïlandais la visitent régulièrement, c'est pour s'y rendre en pèlerinage. Dans le Wat Phanan Choeng, le plus ancien des monastères qui fut érigé plus de 200 ans avant la ville d'Ayutthaya, ces reliques de jade et cet immense Bouddha de 14 mètres de haut, recouvert de 340 kg d'or pur, font l'objet d'une vénération toute particulière. Nous assistons à la cérémonie de Ting Krajard, ou l'offrande des robes de moine, qui a lieu une fois par an. Les rituels durent 3 jours, et le point d'orgue est le moment où l'immense statue est recouverte des robes safran offertes par les pèlerins.
Elles représentent des offrandes au Bouddha pour augmenter son karma, mais aussi aux fantômes qui n'ont plus de famille pour s'attirer leur bienveillance. Cette cérémonie emprunte à la religion bouddhiste et à la tradition chinoise. Une fois que toutes les robes ont été attachées les unes aux autres, elles sont dépliées sur les fidèles. L'immense bande de tissu est ensuite remontée avec des cordes et recouvre petit à petit le Bouddha d'or. En Thaïlande, toutes les statues sont recouvertes de la robe safran lors de cette cérémonie, la plus importante du calendrier bouddhiste. La religion occupe une place centrale dans la vie des Thaïlandais. Bouddha est un sujet très sérieux et le blasphème est puni d'emprisonnement. Chaque homme thaïlandais se doit de passer plusieurs mois, voire plusieurs années, en tant que moine dans un monastère au cours de sa vie, et ce, quel que soit son âge. C'est une façon de vivre totalement les enseignements de Bouddha en faisant vœu de pauvreté durant cette période. Mais la religion accompagne aussi tous les moments importants de la vie, comme les naissances, les mariages et les funérailles. Avant de quitter Ayutthaya, nous visitons un dernier monastère, le Wat Siai Cheg Mongkong, célèbre pour son Bouddha couché de 7 mètres de long, l'un des plus grands du pays. À quelques kilomètres de l'ancienne capitale, des éléphants broutent tranquillement près de la route. Si le pachyderme asiatique est plus petit que son cousin africain, il n'en reste pas moins impressionnant. Surtout lorsqu'il dodeline de la tête, signe de stress et d'agressivité. Peut-être que ces éléphants n'aiment pas la caméra, car ici les pachydermes sont heureux et bien traités. Bienvenue au Royal Elephant Kral Village, un endroit unique en Thaïlande. Depuis presque 20 ans, cette ferme royale recueille les vieux éléphants après une vie de labeur passée à charrier d'énormes troncs de bois précieux. Une retraite bien méritée entre les mains de ces cornacs expérimentés. Cela fait plus de 400 ans que les Thaïlandais ont appris à domestiquer les éléphants sauvages pour s'en servir comme animal de trait ou comme monture pendant les guerres avec le voisin birman. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins utilisés pour les travaux de force et la ferme royale peut s'enorgueillir d'avoir vu naître 50 éléphantaux durant ces 15 dernières années. Le centre est devenu la plus grande nurserie du pays. Mais ici, les animaux ne restent pas complètement inactifs. Au Royal Elephant Kral Village, les cornacs les entraînent à marcher au pas pour les parades religieuses. Et plus rarement, ils sont amenés à travailler pour Hollywood dans des films à grande production. Pour parvenir à une telle maîtrise, il faut des années d'une relation de confiance totale entre l'homme et l'animal.
Dernièrement, la Thaïlande a été secouée par des scandales concernant les éléphants domestiques. Les pachydermes, utilisés pour promener les touristes, sont parfois victimes de sévices de la part de leurs cornacs, qui frappent violemment leur tête avec des piolets pour les forcer à obéir. Mais rien de tel au Royal Elephant Kral Village. Ici, les éléphants sont heureux, soignés et vivent en semi-liberté. Même si les petits restent entravés à leur mère lorsqu'ils se baladent hors des enclos. À la tombée du jour, c'est l'heure de la baignade pour cet éléphanto et sa mère. À sa naissance, le petit pesait déjà près de 100 kilos. Pour nourrir son unique rejeton, sa mère doit lui donner 12 litres de lait par jour. Il va falloir encore beaucoup de racines de lotus à cet éléphanto avant d'atteindre sa taille adulte à l'âge de 10 ans. Pouvoir observer cet animal royal de très près dans son habitat naturel est un moment magique. Depuis toujours, en Thaïlande, les pachydermes sont l'apanage de la royauté. Les rois d'Ayutthaya étaient appelés les maîtres des éléphants. Ils se disputaient le trône lors de combats à dos de pachydermes. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques milliers d'individus sauvages en Thaïlande. Les éléphants domestiqués sont 3 fois plus nombreux. Depuis une dizaine d'années, la ferme du Royal Elephant Kral Village propose aux étrangers qui le désirent de passer quelques semaines en tant que bénévoles pour s'occuper des éléphants. C'est une occasion unique d'apprendre le métier de cornac, un savoir-faire centenaire. Avec suffisamment d'expérience, il sera possible de chevaucher ces mastodontes impressionnants. La région de Bangkok réserve encore quelques surprises. Comme la visite de cet endroit hors du temps que proposent toutes les agences de voyage de la ville. Ok, et je vais vous expliquer. Maintenant, vous êtes ici. Alors vous allez prendre un petit bateau, c'est mieux les petits bateaux. Ensuite, vous allez remonter le long des petits canaux, jusqu'au marché flottant. Pour arriver, il faut éteindre le moteur et continuer avec les rames. Mais c'est pas vous qui allez ramer, c'est le chauffeur qui rame. Ensuite, vous remontez le bateau flottant et on peut s'arrêter, prendre des photos, manger, acheter des choses. Vous demandez tout ça au chauffeur. Nous revoilà sur les Klong, cette fois-ci à Dam Neun Saduak, à une centaine de kilomètres au nord de Bangkok. L'aller-retour se fait dans la journée. Le long de ces canaux tranquilles, rien ne semble avoir changé depuis le temps du royaume du Siam. Le labyrinthe des Klong, qui serpente à travers la jungle, nous amène jusqu'à la première étape, une palmeraie cachée entre les canaux. Ok, on s'arrête 10 minutes. Vous êtes arrivé à la ferme du sucre de palme.
C'est une authentique fabrique familiale de sucre de palme, comme nous l'explique la maîtresse des lieux. Ici, nous faisons du sucre de noix de coco. Le sucre est obtenu à partir de la fleur. Ça, c'est la fleur. Elle pousse au sommet du cocotier. C'est une fleur avant de devenir une noix de coco. Le soir, on grimpe tout en haut du cocotier. On coupe l'extrémité de la fleur et le sucre s'écoule goutte à goutte. Le matin, on récupère le sucre sur le cocotier. Et ensuite, on le fait bouillir ici. On le fait bouillir environ 20 minutes. Je résume. On récupère le sucre sur le cocotier et on le fait bouillir 20 minutes. Et ensuite, on le verse dans ce panier. Le sucre doit encore bouillir pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, le sucre devient comme ça. Regardez. Voici le sucre de notre coco. Les Thaïlandais l'utilisent pour sucrer le café, le thé, pour préparer les soupes et les currys. Voilà le sucre de noix de coco. Notre croisière se poursuit le long des canaux. Plus on progresse, plus il y a de touristes. Car Damnon Saduak est mondialement connu pour son marché flottant, perdu au cœur de cette cité fluviale. Comme dans l'ancienne Krung Thep, la vie s'organise autour du fleuve et de ses canaux. Une vie au fil de l'eau. Le marché flottant est un incontournable pour qui visite Bangkok à la recherche d'authenticité. Malheureusement, il est victime de son succès. À l'heure de pointe, c'est l'embouteillage des pirogues remplies de touristes. Malgré cela, rien n'a vraiment changé ici. Dans leurs embarcations, les marchandes continuent à vendre les fruits et les légumes de leur jardin ou les plats qu'elles ont préparés. Fruits du dragon, mangue, pamplemousse permettent une restauration rapide et exotique. L'endroit vaut vraiment le détour, avec le ballet des pirogues et l'atmosphère d'antan qui s'en dégage. Une douceur de vivre à la thaïlandaise. Les visiteurs du monde entier viennent ici pour en faire l'expérience. Ils croisent des familles venues de la capitale retrouver ici leurs racines. Il faut être un expert pour se faufiler entre les pirogues des touristes, avides d'immortaliser un souvenir déjà inoubliable. Retour à Bangkok. Pour traverser la ville immense, rien ne vaut le tuk-tuk. C'est un petit taxi à 3 roues équipé d'un moteur de scooter. C'est le moyen de transport idéal pour se faufiler dans la circulation. Il
faut néanmoins faire attention aux voleurs à moto qui profitent de la distraction des passagers pour s'emparer de leur sac en quelques secondes. Le tuk-tuk s'engouffre dans les petites rues de Bangkok appelées Soi. C'est là que bat le cœur de la ville. Des enseignes en idéogramme rouge et or fleurissent dans les rues. Pas de doute possible, nous sommes bien dans le quartier de Yaowarat, autrement dit à Chinatown. Toutes les capitales d'Asie possèdent leur quartier chinois, mais celui-ci est l'un des plus étendus. Dans cette ville, un habitant sur 3 est d'origine chinoise. C'est le plus vieux quartier de la capitale et plusieurs communautés cantonaises y sont installées depuis plus de 2 siècles. Même si les centaines de fumeries d'opium et les maisons de jeux ont disparu, Yaowarat est resté le quartier commerçant par excellence. L'endroit est propice aux affaires. Selon la légende, l'enchaînement de ces ruelles sinueuses formerait le dessin d'un dragon. Mais Chinatown, c'est surtout une multitude de petits magasins et d'ateliers familiaux qui font de la communauté chinoise l'une des plus prospères du pays. Dans le marché, on retrouve toutes les influences de l'Asie. Les épices et les poissons séchés typiques de la Thaïlande, mais aussi une incroyable variété de plats végétariens. Des légumes, des champignons et bien sûr du tofu. Mais tout ce qui est vendu sur ce marché n'est pas forcément destiné à être consommé. Ces canards rôtis et ces poulets bouillis sont en fait destinés à des rituels religieux. Car les Chinois de Bangkok sont restés très attachés à leur tradition. Dans cette petite ruelle cachée, un haut lieu du bouddhisme chinois, le temple de Wat Bampen Chinprot. Sur l'autel central trône un Bouddha ventru et souriant. Il est appelé Maître Ya. Derrière lui, 3 Bouddhas traditionnels en position de méditation. Au plafond, des lanternes rouges suspendues en hommage au Seigneur du ciel. Ce temple rassemble les différentes influences bouddhistes et taoïstes de la culture chinoise. Les rois célestes côtoient le Avalokiteshvara, le Bouddha tibétain le plus vénéré par les Chinois. Même au cœur de ces quartiers modernes, Bangkok nous rappelle l'histoire de Krung Thep. La ville connaît un boom immobilier sans précédent. Presque la moitié des tours ont été construites durant ces 15 dernières années. De nombreuses multinationales ont installé leur centre opérationnel pour l'Asie du Sud-Est dans le quartier de Sukhumvit. Il y a 60 ans à peine, ce quartier d'affaires n'était qu'une immense rizière. Les premiers hôtels ont été construits pendant la guerre du Vietnam. Ils servaient de maison close pour divertir les GIs américains en permission. Aujourd'hui, les privilégiés vivent dans ces résidences luxueuses avec piscine et des boîtes de nuit perchées au sommet.
C'est là, au pied des gratte-ciels, que se cache un endroit étonnant. Il s'agit de la maison de Jim Thompson, un Américain au destin extraordinaire. En 1959, cet amoureux de la Thaïlande ouvre cet espace au public composé de 6 maisons en teck, dont certaines ont plus de 200 ans. Il les avait trouvées lors de ses nombreux voyages dans le nord du pays, les avait fait démonter et remonter à l'identique au cœur de Bangkok. Aujourd'hui, elles abritent un musée qui rassemble les plus belles pièces de la collection de Jim Thompson, qui était également un grand amateur d'art asiatique. Dans sa collection, des pièces uniques au monde, comme ses gravures sur bois et ses superbes vases de l'époque Ming qui ont près de 500 ans. La maison de Jim Thompson est régulièrement visitée par les étudiants de Bangkok qui viennent ici admirer leur héritage culturel et revisiter leur histoire. Les plus chanceux peuvent même trouver ici un petit job pour payer leurs études, comme par exemple devenir guide officiel. Cela nécessite de maîtriser plusieurs langues. Mais revenons à l'ancien maître des lieux. En 1948, Jim Thompson fonde la Thai Silk Company. Il redonne une seconde vie à l'industrie de la soie tombée en désuétude. La société, aujourd'hui prospère, est une marque connue dans le monde entier. Mais l'histoire de Jim Thompson ne s'arrête pas là. Car l'homme était un espion au service de l'OSS, le prédécesseur de la CIA. Durant la Seconde Guerre mondiale, après avoir aidé la résistance française en Afrique du Nord, il est envoyé en Thaïlande pour combattre les forces d'occupation japonaises. Il ne quittera plus la région jusqu'à sa mort en 1967. Lors d'un voyage en Malaisie, il disparaît dans des circonstances qui restent encore, à ce jour, mystérieuses. Malgré de vastes recherches organisées par l'armée américaine, son corps n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, de plus en plus d'Américains visitent la maison de leurs compatriotes. Comme ces jeunes gens tombés sous le charme des tortues d'eau qui vivent dans le bassin. Un moment capturé par une photo souvenir avec ces créatures placides et terriblement sympathiques qui font la joie non seulement des touristes, mais aussi des employés de la maison de Jim Thompson. À Bangkok, les tours futuristes ne sont finalement qu'un décor. La vie n'a pas changé pour ses habitants. Ils se retrouvent toujours dans les nombreux parcs de la ville, pour faire du sport ou pour se détendre en famille. Pour profiter de l'ombre des arbres et de la fraîcheur du lac lorsque l'atmosphère devient étouffante. Ces petits îlots de tranquillité sont indispensables pour échapper au stress de la mégalopole. C'est là que se retrouvent les amoureux, où se rendent les employés de bureau pendant leur pause déjeuner. Malgré son développement spectaculaire, Bangkok a toujours su rester zen, car elle a su habilement mélanger un univers quasi futuriste avec un mode de vie typique et des traditions ancestrales.
L'immense cité de béton a su rester à échelle humaine et sa douceur de vivre attire les expatriés du monde entier qui en ont fait l'un de leurs points de chute préférés en Asie. C'est la raison pour laquelle, de tout temps, Bangkok est restée une ville vibrante et cosmopolite. Elle mérite bien son nom, la Cité des Anges.